Salut chers élèves, dans le cadre du soutien à distance, je vous propose cet exercice qui se rapporte à la première partie de l'information génétique. On avait étudié que l'information génétique se divise en deux parties. La première partie se rapporte à la localisation de l'information génétique, la nature de l'information génétique, le transfert de l'information génétique et le mode de réplication de l'ADN. La deuxième partie, bien sûr, se rapporte à l'expression de l'information génétique, c'est-à-dire comment s'effectue le passage d'informations génétiques d'un programme qui portait sur l'ADN jusqu'à l'apparition de caractères. C'est ce qu'on a appelé l'expression de l'information génétique. Donc on va commencer par la première partie, c'est la localisation, nature de l'information génétique et aussi le mode de réplication de l'ADN. Donc je lis l'exercice pour mettre en évidence que la mitose est une reproduction conforme qui assure le transfert de l'information génétique d'une cellule à autre et que les caractères sont l'expression de cette information génétique, on propose les données suivantes. Donnée 1. En 1996, une équipe de biologistes britanniques parvient à cloner une brebis. Le document 1 représente les étapes de ce clonage. On a le document 1. Donc la première question, c'est d'analyser les étapes du clonage de la brebis. Pour en déduire, bien sûr, la question numéro 2, le rôle du noyau. Donc, donnée numéro 2, la mesure de la quantité d'ADN présente dans le noyau d'une cellule au cours du temps durant 2 cycles cellulaires a permis d'obtenir le graphique du document 2. On a le document 2 qui représente la variation de la quantité d'ADN en fonction du temps et on voit bien qu'on a 2 cycles cellulaires. Troisième question, c'est expliquer les variations de la quantité d'ADN tout en déterminant leur rôle dans la transmission de l'information génétique d'une cellule à une autre. On va passer à la suite de l'exercice, bien entendu. Donnée 3, en 1951, Stahl et Michelson ont proposé un modèle semi-conservatif pour la réplication d'ADN. Afin de valider cette hypothèse, les 2 chercheurs travaillent sur des bactéries qu'ils cultivent sur différents milieux contenant de l'azote, puis l'ADN bactérien est extrait, placé dans un tube et centrifugé pour évaluer sa densité. Le document 3 représente les résultats obtenus. On a le document 3 qui représente bien sûr les résultats obtenus de l'expérience de Stahl et Michelson. En exploitant les résultats expérimentaux de Stahl et Michelson, montrer que la réplication d'ADN est semi-conservative. Le document 4 correspond à une fourche de réplication d'une partie du gène codant pour la protéine caséine chez la brebis. En vous basant sur vos connaissances précédentes données, le résultat de la réplication de cette partie du gène, je trouve le résultat qu'on va obtenir bien sûr en se basant sur le modèle semi-conservatif. Donc vous avez un petit temps pour réfléchir en attendant les éléments de réponse. Avant de commencer les éléments de réponse, je voulais insister sur une chose, laquelle, c'est que pour résoudre un exercice de SVT, Sciences de la vie de la Terre, il faut lire et relire l'exercice, minimum 2 fois. C'est très important parce que certaines réponses sont intégrées dans les questions qui suivent. Donc, ça permet aux élèves, bien sûr, de s'orienter, de ne pas se tromper dans les réponses. Bon, j'insiste sur cette partie-là, sur
L'idée, elle est trop intéressante parce qu'il faut lire et relire l'exercice. Donc, la première question, c'est analyser. Bon, analyser, c'est décrire ce que tu vois. Ça ne demande aucun effort de l'élève. On a un document, on doit l'analyser. Analyser quoi? On est orienté à analyser les étapes du clonage de la brebis. Donc, on va commencer par l'étape numéro 1. Qu'est-ce qu'on a fait l'étape 1? On a prélevé des cellules du pis de la brebis. Les cellules du pis, c'est les mamelles, les cellules mammalaires, bien sûr, de la brebis. Ce sont des cellules somatiques, c'est-à-dire du corps somatique. On a mis en culture ces cellules dans un milieu nutritif pendant 5 jours. La deuxième étape, on a transféré le noyau de la cellule de la brebis A dans l'ovule de la brebis B. On a pris la brebis B, on a prélevé l'ovule, c'est une cellule sexuelle bien sûr, gamète qui participe à la fécondation. En premier lieu, on a pris cellule somatique. En deuxième lieu, on a pris une cellule sexuelle, 2 types de cellules. On a mis en culture les cellules somatiques. On a pris l'ovule de la brebis B et on a enlevé le noyau, ce qu'on a appelé l'énucléation de l'ovule. Donc, et on a transféré le noyau de la cellule de la brebis A dans le cytoplasme de l'ovule de la brebis B. Bien entendu, l'ovule, elle est dénoyautée, sans noyau. Donc, bien sûr, l'ovule a été fécondé, on a obtenu zygote œuf, et l'œuf, on sait bien que l'œuf subit des divisions mitotiques. Donc, le zygote, on a pris zygote à 4 cellules, c'est-à-dire après une deuxième division mitotique, puis cette cellule va continuer ses divisions mitotiques jusqu'à devenir un embryon. Qu'est-ce qu'on a fait? L'étape numéro 3, on a pris l'embryon, on l'a transplanté, l'embryon dans l'utérus d'une brebis C, une autre brebis C. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué la naissance de brebis qui a donné une brebis qui ressemble à la brebis A. La brebis A. Qu'est-ce qu'on a pris de la brebis A? On a pris le noyau. La brebis B, on a pris le cytoplasme, la cellule dénoyautée. La brebis C, on a uniquement transplanté l'œuf dans son utérus. Donc, qu'est-ce qu'on remarque, qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc, après avoir analysé les étapes du clonage, qu'est-ce qu'on peut en déduire? La brebis qu'on a obtenue, elle ressemble à la brebis A, dont on a prélevé le noyau. Donc cela prouve que, ou bien on peut en déduire que c'est le noyau qui porte l'information génétique responsable des caractères qui vont apparaître chez l'être vivant, par exemple la brebis. C'est-à-dire que c'est le noyau qui était responsable de l'apparition de brebis A dont on a prélevé le noyau et non le cytoplasme. Donc, cette expérience a permis de localiser l'information génétique et que cette information génétique, elle est localisée
au niveau du noyau chez un être. Là, on a pris un être animal pluricellulaire et on avait vu dans le cours que, en général, l'information génétique se situe dans le noyau, que ce soit une cellule animale ou bien végétale, unie ou bien pluricellulaire. Donc on a analysé le document 1 et vous voyez bien que l'analyse ne demande aucun effort de l'élève. Il suffit de bien analyser, de faire des remarques, de détailler chaque étape de l'expérience. On va passer à la troisième question. Donc, analyser les étapes, on va écrire l'analyse. Donc, on va commencer par la première question, c'est l'analyse. Analyse du document 1. Le document 1. Donc, on va commencer par étape numéro 1. L'étape numéro 1, on a prélevé des cellules du pied de la brebis A. Étape 1. Prélèvement de cellules du pie, c'est-à-dire des cellules des mamelles de la brebis A. L'étape numéro 2, on a effectué un prélèvement d'ovules de la brebis B, on a dénoyauté cet ovule et on a transféré le noyau de la brebis A. Donc, étape numéro 2, c'est prélèvement d'ovules de la brebis B. On l'a dénoyauté, la brebis B, qu'on a dénoyauté, bien sûr, et on a transféré le noyau de la brebis A vers et transfert du noyau de la cellule de la brebis A vers l'ovule de la brebis B. Voilà. Bien sûr, après fécondation, de l'ovule avec bien sûr un spermatozoïde, on obtient un œuf. Qui va être transplanté, qu'on a transplanté. Donc, bien sûr, c'est l'étape 3. Donc, on a étape 1, étape 2, étape 3. Qu'on a transplanté dans l'utérus d'une brebis nommée C. Donc, c'est-à-dire l'analyse. Il faut détailler chaque étape pour essayer de comprendre le protocole expérimental utilisé. Fin de la première question, donc une analyse. Donc, l'étape numéro 1, on a l'étape numéro 2 et on a l'étape numéro 3. Donc,
Donc on doit expliquer ou bien déduire le rôle du noyau, c'est que le noyau, il est responsable des caractères qui apparaissent chez l'être vivant. C'est lui qui a codé les caractères de la brebis. Quelle brebis? La brebis A, dont on a pris le noyau. On a utilisé B, on a utilisé la brebis B. La brebis B, on a utilisé uniquement le cytoplasme. La membrane A, c'est l'ovule. On a dénoyauté l'ovule. Et le noyau, c'est de la brebis B. Donc, là, on peut déduire que le noyau est responsable des caractères propres à l'être vivant donc le noyau il est responsable des caractères propres à l'être vivant et aussi, comme on avait vu autrefois, il est aussi indispensable, à titre indicatif, indispensable à la vie cellulaire, à titre indicatif. Donc c'est le noyau qui contrôle les caractères qui apparaissent chez l'être vivant. C'est-à-dire que la brebis A, on a pris le noyau de la brebis A et on a obtenu une brebis A qui est blanche comme la brebis A, les mêmes caractères de la brebis dont on a prélevé le noyau. Donc on passe à l'étape 3. Cette cellule à 2 N, qu'on a appelée zygote, va bien sûr subir des divisions mitotiques, va devenir cellule A à 2 cellules à 4, puis embryon, et cet embryon va être transplanté dans l'utérus d'une autre brebis C. Le résultat, c'est la naissance d'une brebis qu'ils ont nommée Dolly. Cette brebis, elle est semblable à la brebis A dont on a prélevé, bien sûr, le noyau. Donc, elle ressemble, je le dis et je le répète, on a obtenu la naissance de brebis qu'ils ont nommée Dolly. Cette brebis, elle ressemble à la brebis A dont on a pris le noyau. Donc, le noyau est bien responsable de la transmission des caractères héréditaires d'un être vivant, et ceci grâce aux chromosomes qui représentent le support de l'information génétique. Donc, on va passer à la question numéro 3. Expliquer les variations de la quantité d'ADN tout en déterminant le rôle dans la transmission de l'information génétique d'une cellule à autre. Donc, on va essayer un peu d'analyser. La question, c'est expliquer, c'est-à-dire qu'on doit passer d'abord par une analyser le document, puis on va expliquer ces variations en déterminant le rôle dans la transmission de l'information génétique. Donc, toujours quand on a un graphique, on commence par qu'est-ce qu'il représente et qu'est-ce qu'il montre. Le graphique représente la variation de la quantité d'ADN en fonction du temps pendant 2 cycles cellulaires. Donc, on passe à l'analyse de documents. Le temps 0, la quantité d'ADN était de Q.
À peu près vers 8 heures, la quantité d'ADN commence à augmenter pendant la phase S. On remarque que pendant la phase S, une augmentation de la quantité d'ADN jusqu'à atteindre 2Q, à peu près 13 heures. Et après, on remarque que cette quantité reste constante, c'est la phase G2, bien sûr. Puis, cette quantité diminue jusqu'à atteindre Q pendant la mitose. Pour, bien sûr, terminer les éléments de réponse de cet exercice, on doit passer à la projection de l'exercice qui va montrer le document 2 qu'on va essayer bien entendu d'analyser pour expliquer et déterminer le rôle de l'ADN dans la transmission de l'information génétique. On avait dit que pendant la phase S, on remarque une augmentation de la quantité d'ADN jusqu'à atteindre 2Q qui va rester constante pendant la phase G2. Puis, on remarque que pendant la mitose, une diminution de la quantité d'ADN de Q vers Q jusqu'à atteindre la valeur initiale. Donc on voit bien que c'est pendant la mitose, qu'il y a un partage de l'information génétique qui va être partagé équitablement aux 2 cellules filles, bien entendu grâce à la duplication qu'il y a eu pendant la phase S, la phase de synthèse, c'est une phase de l'interface, et l'intervention du phénomène de la mitose qui va permettre le partage de l'information génétique qui a été dupliquée pendant la phase S équitablement aux 2 cellules filles pour que l'information génétique soit partagée équitablement sur les 2 cellules filles. Donc c'est le rôle de la duplication d'ADN, c'est dupliquer l'ADN pour permettre un partage équitable aux 2 cellules filles. Bien entendu, n'oublions pas que l'étape la plus intéressante dans la mitose, c'est l'anaphase. L'anaphase, clivage des chromosomes fissurés et migration des chromosomes fils vers l'un des pôles, ce qui va permettre que chaque pôle va avoir la même quantité que l'autre pôle et donnant bien entendu 2 cellules filles ayant le même nombre de chromosomes que la cellule mère. On va passer aux données numéro 3. En 1951, Stahl et Michelson ont proposé un modèle semi-conservatif. On avait dit dans le document 2 que l'ADN est dupliqué, que la quantité, on a vu que la quantité passe de Q vers 2Q, c'est-à-dire il y a une duplication de l'ADN qui se produit pendant la phase S de l'interface. Reste à savoir comment s'effectue cette duplication ou bien quel est le mécanisme de la réplication d'ADN. Stahl et Michelson ont proposé un modèle ont proposé que la duplication ou bien la réplication d'ADN s'effectue selon un modèle semi-conservatif. Qu'est-ce que ça veut dire semi-conservatif? Chaque brin d'ADN mère constitue un moule sur lequel se forme le nouveau brin. C'est ça le modèle semi-conservatif. Le principe du modèle conservatif, je le répète, c'est que chaque brin de l'ADN mère,
On sait bien que l'ADN est constitué de deux brins. Un brin allant de 3' vers 5', l'autre du 5' vers 3'. Donc deux brins. Chaque brin de l'ADN constitue un moule sur lequel va se former le nouveau brin. Et du coup, l'ADN est formé d'un brin mère et d'un nouveau brin ou bien un brin néosynthétisé. C'est le principe du modèle semi-conservatif pour l'application de l'ADN. Afin de valider cette hypothèse, les deux chercheurs travaillent sur des bactéries qu'ils cultivent sur différents milieux contenant l'azote, parce que l'azote entre dans la constitution des bases azotées. Les bases azotées entrent dans la constitution des nucléotides. Les nucléotides entrent dans la constitution de l'ADN. Donc, ils ont cultivé des bactéries sur des milieux contenant l'azote. Puis l'ADN bactérien est extrait et placé dans un tube et centrifugé pour évaluer sa densité. Le document 3 représente les résultats obtenus. Donc, extraction de l'ADN, qu'on a prélevé des bactéries qui sont cultivées sur l'ADN léger, azote léger. Donc, le tube obtenu, c'est 100% ADN léger. Si on cultive les bactéries sur de l'azote lourd, on va obtenir 100% d'ADN lourd. C'est des expériences témoins, c'est des tubes témoins qui montrent l'ADN léger et l'ADN lourd. Si les bactéries sont cultivées sur azote léger, l'ADN va être léger. S'ils sont cultivés dans un milieu azote contenant l'azote lourd, ça va être ADN lourd. C'est des tubes témoins. Donc la question, c'est, en exploitant les résultats expérimentaux de Stahlhelm et Selson, montrer que la réplication d'ADN est semi-conservative. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les bactéries cultivées sur milieu azote lourd, donc l'ADN lourd, et ils étaient transportés dans un autre milieu contenant de l'ADN léger. Qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu un tube fil contenant 100% ADN intermédiaire, c'est-à-dire ADN hybride. Qu'est-ce que ça veut dire hybride, intermédiaire? Intermédiaire parce que on voit bien que le poids, la densité de l'ADN lourd, l'ADN léger, ou la densité de l'ADN lourd, la densité obtenue ici, elle est intermédiaire entre l'ADN lourd et l'ADN léger. Ça prouve que cet ADN elle est hybride, contient l'ADN lourd et l'ADN léger. Donc déjà, ça valide le modèle semi-conservatif, c'est-à-dire que l'ADN formé, elle contient un brin ancien, c'est l'ADN lourd, et un brin léger, donc l'ADN elle est hybride, donc un brin lourd, un brin léger, donnant ADN intermédiaire qui a une densité moyenne. Ils ont attendu un autre cycle, toujours sur un milieu contenant l'azote léger. Ils ont obtenu 50% d'ADN léger, 50% d'ADN intermédiaire. Donc, on a l'ADN qui va être formé, qui va être dupliqué, va contenir un brin de l'ADN mère et un brin de l'ADN néosynthétisé du milieu. Le milieu contient l'ADN, l'azote léger. Donc, le résultat, c'est 50% ADN léger, 50% ADN intermédiaire léger, parce que le brin initial, il est léger. Le milieu contient l'azote léger, donc l'ADN 100% va être ADN léger.
50% ADN intermédiaire, un brin lourd, ADN, l'azote lourd et un brin de l'azote léger, va donner un ADN intermédiaire hybride. Ce qui prouve bien que la duplication d'ADN, elle est semi-conservative, c'est-à-dire on conserve la moitié de l'ADN. On conserve, quand l'ADN est dupliqué, chaque brin mère de l'ADN constitue un brin, un moule, sur lequel est synthétisé le nouveau brin. Donc, en exploitant les résultats expérimentaux de Stahl, montrer que la réplication elle est semi-conservative, on a déjà répondu à cette question-là. Le document 4 correspond à une fourche de réplication d'une partie du gène codon pour la protéine caséine chez la brebis. On sait bien que la réplication de l'ADN se produit pendant la phase S de l'interphase et ceci par apparition de yeux qu'on appelle yeux de réplication ou bien fourche de réplication. Donc en vous basant sur vos réponses précédentes, donnez le résultat de la réplication de cette partie du gène. Donc on va répliquer l'ADN selon un mécanisme semi-conservatif. On avait dit que la réplication ou bien la duplication d'ADN s'effectue selon un mode semi-conservatif, c'est-à-dire que chaque brin mère constitue un moule sur lequel va se former le nouveau brin. On a l'ADN mère, c'est l'azote lourd que j'ai symbolisé par le noir. Le nouveau brin synthétisé va utiliser l'azote du milieu. L'azote c'est léger, donc ça va être que j'ai symbolisé par le bleu. Avant de décrire le résultat de la réplication de cette partie du gène, on va commencer par les étapes de la réplication, bien entendu selon un mode semi-conservatif. La première étape, c'est l'intervention d'une enzyme qu'on appelle ADN hélicase. Cet ADN, c'est elle qui va dégrader les liaisons entre les bases azotées qui lient les deux brins entre eux. Parce que l'ADN, il est en double hélice. Normalement, pour qu'il y ait une duplication de l'ADN doit être ouverte. Donc, c'est la dégradation des liaisons hydrogènes qui lient les bases azotées entre elles sous l'effet d'enzymes ADN hélicase. En deuxième lieu, il y a intervention d'ADN polymérase. Donc, on voit bien qu'il y a eu ouverture des deux brins. Certaines parties qu'on a appelées les fourches, les œufs de réplication, l'ouverture se produit dans des lieux différents qu'on a appelés les œufs de réplication ou bien les fourches. Après ouverture de l'ADN, intervient en deuxième lieu l'ADN polymérase qui va polymérer les nucléotides selon leur complémentarité. C'est T, le brin initial, T. Ah, on a le brin initial, le brin mère, sur lequel, qui constitue un moule, sur lequel va être synthétisé le nouveau brin. C'est sous l'action d'ADN polymérase qui va polymérer le nouveau brin d'ADN par complémentarité entre les bases azotées. Les nucléotides sont libres, sont présents dans le noyau. L'ADN, elle va polymérer ce nouveau brin en utilisant les nucléotides libres selon la complémentarité. Bien entendu, le milieu, il contient l'azote léger, donc le nouveau brin va contenir de l'azote léger. Donc c'est G, T, A, G, A, T. La même chose pour l'autre brin mère, G, A, G, A, T. Intervention
d'ADN polymérase aussi qui va polymérer le nouveau brin d'ADN par complémentarité utilisant les nucléotides libres. Donc C, T, T, C, T, T, A. Si on compare les deux molécules d'ADN formées à partir de la molécule d'ADN mère, on voit bien que ces deux molécules sont identiques entre elles et identiques à l'ADN mère. La même succession, CG-TA, TA, CG-TA, ce qui confirme que, bien entendu, cette réplication s'effectue selon un mode semi-conservatif faisant intervenir deux enzymes hélicases responsables de l'ouverture des deux brins et l'ADN polymérase responsable de la polymérisation du nouveau brin d'ADN par complémentarité avec le brin mère, donnant bien entendu deux molécules d'ADN. Et on voit bien que les deux molécules sont de densité moyenne, intermédiaire. Ça s'appelle ADN hybride. Contenant un brin initial lourd, contenant l'azote lourd, et un brin myosynthétisé contenant l'azote léger. Et merci.